C'est avec une profonde émotion que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Ce procès a été une épreuve très difficile et à cet instant, je pense en premier lieu à mes 3 enfants, David, Caroline et Florian. Après 3 mois et demi de procès, le verdict est enfin tombé. Dominique Pellicot, 72 ans, a été condamné à 20 ans de prison pour avoir drogué, violé et fait violer son ex-femme Gisèle Pellicot, 72 ans elle aussi, par au moins 50 hommes. Alors que faut-il retenir de ce procès historique? Quelles sont les peines prononcées à l'encontre des 50 co-accusés et en quoi cette affaire pourrait peut-être faire changer la loi? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. Hugo est toujours en déplacement cette semaine. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. 51 hommes âgés de 27 à 74 ans étaient donc jugés depuis le 2 septembre pour des violences sexuelles infligées à Gisèle Pellicot. Le mode opératoire était le même à chaque fois. Dominique Pellicot, son ex-mari, recrutait des hommes sur un forum de discussion du site Coco, qui a depuis été fermé, nommé à son insu. Pendant 10 ans, il a donc invité ces hommes chez lui, à Mazan, dans le Vaucluse, pour violer sa femme Gisèle, qui était donc inconsciente, le tout en filmant chacun des viols et en conservant précieusement les images. Au même moment, Gisèle ressentait de nombreuses phases d'oubli et avait des séquelles gynécologiques, mais ne se doutait pas une seule seconde de la cause de ses douleurs. Finalement, c'est lorsqu'il s'est fait surprendre à filmer sous la jupe d'une femme dans un supermarché en 2020 que les enquêteurs ont découvert l'horreur. Pendant le procès, Dominique Pellicot a expliqué qu'il éprouvait du plaisir à voir son épouse touchée par quelqu'un d'autre et a même parlé d'une addiction l'empêchant d'arrêter. Alors, des peines de 4 à 20 ans de prison avaient été requises par la justice et 20 ans, la peine maximale, était demandée à l'encontre de Dominique Pellicot. Finalement, les peines prononcées se situent entre 3 et 13 ans, soit majoritairement en deçà des peines réclamées par les avocats généraux. Certains ont été condamnés à des peines plus longues que d'autres, car en France, il y a un principe qui prévaut, c'est celui de l'individualisation des peines. En fait, pour établir la peine, les magistrats tiennent en compte évidemment les faits, mais aussi la personnalité de l'accusé, son positionnement pendant le procès, ses antécédents, le suivi de son contrôle judiciaire, ou encore son comportement en détention provisoire. C'est ce qui explique pourquoi les accusés n'ont pas tous été condamnés à la même peine de prison. Il y a aussi des circonstances aggravantes. Il y avait aussi des accusés qui avaient par exemple déjà été condamnés pour inceste. Les 51 co-accusés ont tous été condamnés. 41 ont été incarcérés ce soir, dont 18 qui étaient déjà en détention. 3 vont être incarcérés dans les prochains jours en raison de leur état de santé. Ils iront d'ailleurs dans des établissements spécialisés. 6 ressortent libres car leur condamnation couvre la peine de prison préventive qu'ils ont déjà effectuée. Enfin, un coupable est toujours en fuite. Si vous voulez connaître les peines en détail, sachez qu'on en a fait un post sur notre compte Instagram, je vous mets le lien en description. De son côté, Dominique Pellicot, donc le principal accusé, est déclaré coupable des faits de viol aggravé sur Gisèle Pellicot, de tentative de viol aggravé et de viol aggravé sur la femme de Jean-Pierre Maréchal, l'un des co-accusés. Il a également été reconnu coupable de détention d'images de Gisèle Pellicot, d'enregistrement d'images de Gisèle Pellicot, de détention d'images à caractère sexuel sur sa fille Caroline Darian et sur ses belles-filles, donc les compagnes et ex-compagnes de ses 2 fils. Gisèle Pellicot s'est exprimée après l'annonce du verdict et a déclaré respecter les condamnations tout en évoquant une épreuve très difficile. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis 3 mois et demi, ce procès a eu un écho immense, Gisèle Pellicot étant devenue le symbole des violences faites aux femmes et de l'impunité des hommes. Et ce qui est particulièrement marquant dans cette affaire, au-delà évidemment de sa grandeur par le nombre d'accusés et le fait qu'il s'agisse pour la plupart d'hommes ordinaires intégrés dans la société, c'est justement la posture qu'a adoptée Gisèle Pellicot, qui a refusé de se présenter comme une victime. En fait, à la surprise générale, elle avait refusé début septembre que le procès se tienne à huis clos, donc sans public, ce qui permet normalement de protéger les victimes. Au premier jour de l'audience, face à ses bourreaux, elle avait même déclaré vouloir, je cite, que la honte change de camp. Cette affaire a également eu un écho bien au-delà des frontières françaises. La BBC l'a intégrée à son classement des 100 femmes les plus influentes de l'année 2024, et là où seulement 5 médias étrangers étaient accrédités pour les premiers jours de l'audience, 86 étaient accrédités pour le verdict ce jeudi. Il y avait notamment le New York Times, le Guardian, mais aussi la BBC donc, qui prépare un documentaire sur l'affaire. Au-delà de la presse, on a pu voir le portrait de Gisèle Pellicot en novembre dernier dans une manifestation à Madrid en Espagne pour la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. D'ailleurs, en Espagne, cette affaire fait écho à une autre affaire. En 2016, lors des fêtes de San-Fermin à Pampelune, une jeune femme de 18 ans avait été violée par un groupe de 5 hommes surnommé la Manada, ce qui veut dire la meute. Ils avaient filmé leurs actes et s'en étaient vantés sur un groupe de messagerie, et ce procès avait amené à inscrire la notion de consentement dans la loi espagnole, ce qui n'est actuellement pas le cas en France. Et
justement, le procès des viols de Mazan a ouvert le débat autour de cette question du consentement, car le consentement de Gisèle Pelicot a été parfois questionné lors des débats par les avocats de la défense. Beaucoup de co-accusés ont affirmé qu'ils pensaient participer au jeu sexuel d'un couple libertin, dirigé donc par Dominique Pelicot. Gisèle Pelicot avait alors rappelé lors du procès, je cite, « Pas une seconde je n'ai donné mon consentement à Monsieur Pelicot ni à ces hommes qui sont derrière ». En France, l'article 222-23 du Code pénal définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Certains élus et militantes féministes souhaitent ainsi intégrer en plus dans la loi l'absence de consentement ou d'accord volontaire pour protéger davantage les victimes. En effet, actuellement, pour condamner un viol en France, il faut prouver qu'il y ait menace, contrainte, violence ou surprise. En Espagne, donc, par exemple, il y a l'obligation d'un consentement sexuel explicite sur le principe d'une loi dite solo si es si, seul un oui est un oui. La notion de consentement est également inscrite dans la loi en Suède et au Canada. Mais alors, est-ce que ce serait faisable en France ? Au mois de mars, Emmanuel Macron avait déclaré vouloir inscrire dans le droit français la notion d'absence de consentement en matière de viol lors d'un échange filmé avec l'association Choisir la cause des femmes. En octobre, le ministre de la Justice démissionnaire, Didier Migaud, s'est également dit favorable à une évolution de la définition du viol afin d'y inscrire la notion de consentement. Cependant, tout le monde n'y est pas favorable ou du moins ne pense pas que c'est nécessaire. Certains estiment par exemple que dans la contrainte, il y a déjà l'examen du consentement. L'autre argument, c'est de dire que le consentement peut parfois être arraché à la victime, puis une victime qui formule son consentement peut aussi le retirer et changer d'avis. Elle peut aussi consentir à un acte sexuel en particulier mais pas à d'autres. Bref, plusieurs questions se posent. Puis il y aurait aussi un changement de paradigme dans notre société. En inscrivant la notion de consentement dans la loi, on affirmerait que par principe, une femme n'est pas consentante à une relation sexuelle. Ça c'est donc pour la question du consentement. Enfin, le procès des viols de Mazan a mis en lumière le phénomène de la soumission chimique, donc le fait de droguer quelqu'un à son insu pour profiter d'elle ou lui. C'est un phénomène qui est beaucoup plus répandu que ce qu'on imagine et qui ne se limite pas à du GHB versé dans un verre en boîte de nuit par exemple. La députée modène Sandrine Josso, qui accuse le sénateur Joël Guerriau de l'avoir droguée pour abuser d'elle, avait appelé il y a quelques mois le gouvernement à faire quelque chose par rapport à ce fléau. Alors une mission gouvernementale a finalement été lancée sur le sujet et le 25 novembre dernier, l'ancien Premier ministre Michel Barnier a annoncé l'expérimentation du remboursement par l'assurance maladie de kits individuels pour permettre de détecter une soumission chimique. Vous le voyez, il y a donc quelques avancées. En tout cas, beaucoup d'avocats et de spécialistes estiment qu'il y aura un avant et un après procès viol de Mazan. Si vous voulez en savoir plus sur tout le procès, je vous mets des liens d'articles en description et je vous laisse avec Valentine pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Emmanuel Macron est arrivé dans le département d'outre-mer de Mayotte 5 jours après le passage du cyclone Chido qui a fait au moins 31 morts selon le bilan officiel. Il restera jusqu'à ce vendredi. L'objectif de son déplacement est de faire un état des lieux de l'archipel, notamment dans les quartiers détruits, afin de discuter avec les élus et les secours sur place. Le président a annoncé un deuil national lundi prochain, donc le 23 décembre, avec un moment de recueillement à 11h. En parallèle, l'état de calamité naturelle a été décrété pour 1 mois à Mayotte ce mercredi, pour la toute première fois depuis sa création en 2022, a annoncé le ministre démissionnaire chargé des Outre-mer, Jean-Noël Buffet. Globalement, ça permet de suspendre les délais administratifs qui sont fixés par les lois pour gérer plus rapidement la crise. Des mesures d'urgence pourront donc être déclenchées plus vite. À noter qu'il ne remplace pas l'état de catastrophe naturelle demandé par les habitants. Enfin, l'État a également décrété le blocage des prix sur les produits de grande consommation ce jeudi, alors que certains habitants craignent une flambée des prix généralisés. Le prix de certains produits ne pourra donc pas dépasser celui qui était constaté le 13 décembre avant la catastrophe. Deuxième actu, la loi spéciale censée permettre à l'État de fonctionner en l'absence de budget pour l'année 2025 a été adoptée ce mercredi avec le vote à l'unanimité des sénateurs. Cette loi permet d'organiser en urgence le fonctionnement financier provisoire de la France dans l'attente du futur budget qui devra être voté début 2025. Elle permet aussi à l'État de continuer à prélever les impôts selon les barèmes du projet de budget 2024 et à la sécurité sociale d'emprunter de l'argent. À noter que ce n'est que la deuxième fois que la France vote une loi spéciale comme celle-ci sous la Ve République après celle de 1979. En tout cas, elle a été adoptée sans modification par rapport à la version approuvée par l'Assemblée ce lundi. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Troisième actu, Israël est accusé de crimes d'extermination et d'actes de génocide dans la bande de Gaza dans une nouvelle enquête de l'ONG Human Rights Watch publiée ce jeudi. L'ONG de défense des droits humains accuse Israël d'avoir délibérément, je cite, imposé des conditions de vie calculées pour entraîner
entraîné la destruction d'une partie de la population à Gaza, en privant intentionnellement les civils palestiniens d'un accès à l'eau adéquate. Cela montrerait une volonté d'extermination des Palestiniens de Gaza de la part d'Israël selon l'ONG, qui a ajouté qu'Israël avait également interdit l'entrée à Gaza de presque toutes les aides liées à l'eau. Selon le rapport, le manque d'accès à l'eau potable en quantité suffisante a probablement provoqué ou contribué à provoquer des maladies contractées par des centaines de milliers de Palestiniens, dont des nourrissons. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, plus de 45 000 personnes sont mortes dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Le ministère des Affaires étrangères israélien a réagi en affirmant que ce rapport était truffé de mensonges éhontés. Quatrième actu, 4 Français accusés d'espionnage et détenus au Burkina Faso, un pays d'Afrique de l'Ouest, depuis plus d'1 an ont été libérés ce jeudi. Les 4 hommes avaient été interpellés à Ouagadougou, la capitale du pays, en décembre 2023. Ils avaient été présentés par les autorités comme des agents de la DGSE, le service de renseignement extérieur de la France. Une source diplomatique française avait alors affirmé qu'il s'agissait de 4 fonctionnaires détenteurs de passeports diplomatiques qui s'étaient rendus au Burkina Faso pour leur travail de maintenance informatique pour l'ambassade de France. Selon l'Élysée, Emmanuel Macron s'est entretenu ce mercredi avec le roi du Maroc, Mohamed VI, afin, je cite, de le remercier chaleureusement de la réussite de la médiation qui a rendu possible la libération de nos 4 compatriotes. Cinquième actu, un puissant séisme de magnitude 7,3 a frappé ce mardi le Vanuatu, un archipel du Pacifique situé au nord-est de l'Australie. Il est survenu au large de l'île principale de l'archipel où se trouve sa capitale, Port Vila. 9 personnes ont été déclarées mortes à ce stade selon le Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, mais le bilan humain reste incertain puisque les recherches continuent. Parmi les victimes, il y a un Français qui résidait dans le pays selon l'ambassade de France, ainsi que 2 ressortissants chinois selon l'ambassade de Pékin. Plusieurs bâtiments, dont un hôpital, ont subi d'importants dégâts structurels. 2 importantes réserves d'eau fournissant Port Vila sont totalement détruites et vont nécessiter une reconstruction. En tout cas, des secouristes étrangers sont arrivés au Vanuatu ce jeudi pour aider à la recherche des survivants, notamment sous les décombres. Et enfin, on termine avec cette actu culturelle. Le youtubeur américain MrBeast, qui est le vidéaste le plus suivi sur YouTube, a lancé les 2 premiers épisodes de sa télé-réalité Beast Games ce jeudi. Ils sont disponibles sur la plateforme Prime Video. Le but, réunir 1000 participants qui s'affrontent dans un jeu pour remporter 5 millions de dollars. MrBeast avait affirmé en mai sur X qu'il s'agissait, je cite, du plus grand jeu télévisé de l'histoire. Le budget consacré à l'organisation du jeu est colossal. Le youtubeur aurait dépensé pas moins de 14 millions de dollars pour construire le décor dans l'une des épreuves du jeu. Selon BFM TV, l'organisation du jeu lui aurait coûté plus de 100 millions de dollars au total. Merci Valentine pour ces actualités, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir suivi ces actus du jour. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à demain.